Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la testostérone. La testostérone qui est probablement l'un des sujets les plus passionnants dans le monde de la musculation et des hormones. J'avais envie d'aborder cette vidéo de la manière suivante. Je voulais me poser une question à moi-même, avec les recherches que j'ai effectuées depuis de nombreuses années, et aussi vous poser la question à vous, et espérer par la suite échanger dans les commentaires et apprendre des uns des autres. La question est la suivante. Faut-il remplacer ou bien stimuler sa production de testostérone? Qu'est-ce qui est le plus judicieux, le plus intelligent, le plus raisonnable? Qu'est-ce que la science nous dit? Qu'est-ce que les médecins nous disent également, sachant qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Donc c'est très difficile de se faire une opinion précise et juste, je pense malheureusement que encore une fois, et comme pour pratiquement tous les sujets, ce qui peut très bien convenir à une personne ne peut ne pas convenir à une autre. Donc, encore une fois, ce sera l'expérience qui sera probablement la réponse au cas par cas. Alors, revenons au sujet. Pourquoi tenter d'optimiser sa testostérone d'une manière ou d'une autre? Effectivement, les années passant, je pense que on peut rencontrer tout un tas de maux, de problèmes de santé ou avoir des objectifs qui nous amènent à nous poser cette question. Personnellement, je trouve que ça n'a probablement pas de sens d'envisager ce genre de choses, surtout s'il s'agit du remplacement à un âge très jeune. Donc quand on a 18-25 ans, on est probablement bourré de testostérone, sauf si problème de santé plus précis. On est probablement bourré de testostérone, quasiment dopé naturellement, et j'aurais tendance à dire que cette question ne se pose pas. Bien qu'aujourd'hui, avec la masse d'informations, il est fort possible que déjà à 18 ans, on soit alerté ou conscientisé par rapport à ça. Mais moi, à cet âge-là, j'en avais à peine notion. Mais je dirais qu'à partir de 30-35 ans, effectivement, ça a tout son sens. Et on peut rencontrer un manque ou une perte de libido, qui pourrait être l'un des signes très clair de ce manque de testostérone, un manque de joie de vivre, un manque d'énergie mentale, un manque d'énergie physique, une mentalité soumise, être incertain. Donc c'est tout un tas de signes qui vont nous alerter par rapport à ce manque de testostérone. Perte osseuse, perte musculaire, physique vieillissant, accumulation de graisse. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs tout aussi importants que les hormones dans les mots que je suis en train d'évoquer, l'alimentation, l'entraînement, mais malgré tout, si vous n'avez pas cette fondation primordiale qui est votre testostérone pour venir optimiser tout ça, eh bien c'est sûr que les choses vont beaucoup moins bien marcher. Donc, si on rencontre ce genre de mots, effectivement, la question de se dire, tiens, est-ce que je ne devrais pas m'intéresser à mes hormones, et en particulier à ma testostérone, a tout son sens. Pour nous autres sportifs, la volonté d'une optimisation de résultats et de performances sportives peut nous amener également à nous intéresser à la testostérone, à la stimuler ou à la remplacer. On n'est pas forcé d'avoir des maux physiques ou des maux au niveau de notre santé pour envisager une stimulation ou même un remplacement. Si vous avez un taux qui est relativement bas lors de votre prise de sang, et que vous avez une volonté de performance sportive ou de modification de votre apparence physique, c'est sûr qu'avec un taux de testostérone très bas, ça va être compliqué. Donc voilà, ça peut être évidemment en fonction de votre pays, en fonction de la relation que vous avez avec votre médecin, quelque chose qui peut être mis sur la table et en tout cas on pourrait en parler. Donc l'optimisation hormonale par stimulation ou remplacement vise à récupérer un taux hormonal de testostérone plus haut, voire le plus haut possible, tout en restant malgré tout dans une fourchette naturelle. Le but, c'est de ramener votre corps à un taux hormonal optimal qu'il a connu autrefois, et non pas de dépasser des doses supraphysiologiques comme on le ferait dans le dopage. Alors moi j'aime pas trop, être naïf volontairement. Je trouve qu'à partir du moment où on commence à jouer avec les hormones, d'une manière ou d'une autre, on commence à flirter fortement avec le dopage. Avec la vision de la stimulation beaucoup moins, avec la vision du remplacement déjà beaucoup plus, même si au final, effectivement, le résultat
lors d'une prise de sang, peut amener simplement vos taux dans une fourchette relativement haute, sans pour autant être dans une fourchette anormalement haute. Et donc c'est toute la nuance et toute la frontière entre la thérapie et le dopage. Maintenant, je le répète, être naïf volontairement, c'est un peu faux cul. Donc le dopage et la frontière est quand même, je trouve, mince, mais il y a une marge. Alors, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre au point afin de stimuler notre testostérone? Bon, la base de tout, c'est l'alimentation. Ça, j'apprends rien à personne, sauf si vous tombez sur ma vidéo et que vous n'avez rien à voir avec le milieu de la musculation. Bienvenue dans la réalité. La base de tout, c'est l'alimentation. Il faudra manger davantage de protéines. Donc, arrêtez de se gaver de sucre. Ou en tout cas en fonction de vos objectifs bien sûr, mais en tout cas avoir des repas protéinés, c'est totalement essentiel. Les œufs, de par leur richesse en cholestérol, vont être un allié super intéressant pour augmenter votre testostérone aussi. Donc le grand mythe concernant les œufs, qu'il ne faut pas consommer tous les jours, ça fait des années qu'il est totalement dépassé. Donc ne pas avoir peur de consommer, attention, précision très importante que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, des œufs de qualité, des œufs bio. Et bien évident qu'en fonction de la qualité de l'œuf, la qualité de l'alimentation que la poule a reçue, votre œuf va être très différent au niveau des nutriments. Et par conséquent, dans votre organisme, très différent au niveau de ce qu'il va réaliser. Et donc pour cette fameuse testostérone, avoir des œufs de bonne qualité est totalement essentiel. Fin de la parenthèse, mais c'est hyper important, des œufs bio. Ne pas faire des régimes trop hypocaloriques. Effectivement, on le sait que quand on fait des régimes très très bas en calories, notre niveau hormonal se casse un peu la gueule. Donc effectivement, si vous faites ça pour un moment donné, partir en vacances, dans un objectif bien précis, pour une période de temps définie, pas forcément très courte, parce que bon, si on a des objectifs, il faut aller au bout, mais une période de temps définie, effectivement, la testostérone peut se casser un petit peu la gueule. C'est pour ça, je pense, soyons honnêtes, que la plupart des compétiteurs utilisent un remplacement de testostérone parce que c'est très très compliqué, bien évidemment, de garder sa masse musculaire avec si peu de calories et un taux hormonal qui descend de plus en plus. Ne pas être en surpoids, effectivement, et avoir un poids de corps optimal, c'est très important pour la testostérone aussi. Donc si vous êtes en surpoids, si vous avez vraiment accumulé de la graisse, c'est quelque chose de délétère pour vos hormones, pour votre santé en général, de toute façon. Donc après, on parle pas de bodybuilder, qu'il soit compétiteur ou qu'il soit amateur. Moi, personnellement, je suis quelqu'un en surpoids. Je fais 1m84, 85, j'ai des fois plus de 105 kilos. En réalité, je suis fortement en surpoids. Maintenant, quand on me voit de profil, on ne pourrait pas le croire. Donc voilà, tout est relatif, bien sûr, mais je parle évidemment pour la plupart des gens, être en surpoids, c'est pas quelque chose de bénéfique pour nos hormones. Donc perte du poids peut ramener votre testostérone à des taux beaucoup plus optimaux. La supplémentation, qui aura des effets sur la testostérone, tout ce que je vais évoquer, et aura d'autres effets bien sûr bénéfiques sur votre santé. Le zinc, on le sait, est très très intéressant pour la testostérone et aussi pour un effet anti-aromatisation. L'aromatisation, c'est la conversion de votre testostérone en hormone féminine, chose qui ne doit pas être dans une mesure débalancée. Donc il faut garder ça sous contrôle et le zinc joue un rôle là-dedans. 50 mg, si vous prenez la marque que j'ai mis sur la photo, c'est la marque Pure Encapsulation, c'est du 15 mg. Si vous en prenez 3, vous êtes à 45. Moi, c'est ce que je fais. La vitamine D, de 6000 à 10 000 unités par jour, ou bien s'exposer fortement au soleil, comme dirait le docteur Résimon, que j'adore, que je vous invite vivement à aller consulter sur YouTube. Je mettrai peut-être un lien dans la description d'une de ces vidéos. Si vous ne vivez pas en string sur la plage à Hawaï, il faut prendre de la vitamine D tous les jours. La seule condition que vous soyez sur cette plage, effectivement, vous pourrez oublier cette idée. Donc 6000 à 10 000 unités... La vitamine D, ça coûte rien et on sait à quel point ça monte la testostérone. Je mettrai aussi en lien une vidéo que j'ai écoutée pour un petit peu, rafraîchir mes idées et bien savoir de quoi je parle, du docteur Hertog qui en parle justement dans cette vidéo, qui fait une conférence sur la testostérone. Je vous mettrai le lien de la vidéo, c'est très très intéressant.
je vous encourage vivement à aller écouter ça. Envisager les plantes adaptogènes, ça peut être sympa aussi parce que c'est quelque chose qui... On entend de tout, hein. Il y a des gens qui disent évidemment que c'est totalement inefficace, il y a des gens qui disent qu'ils ont un bon ressenti. Moi, je le répète, je fais pas des vidéos dans lesquelles je donne des conseils ou je parle plutôt de mon expérience. Tout ce que j'explique dans mes vidéos, c'est à chaque fois des choses que je fais au quotidien et qui, j'estime, m'apportent des bénéfices. Concernant les plantes adaptogènes, j'en suis totalement convaincu. L'ashwagandha, personnellement, c'est quelque chose que je ressens, surtout au niveau du bien-être, au niveau du bien-être mental. C'est quelque chose qu'on ressent au niveau du sommeil aussi, au niveau du taux de cortisol. Ça a été vérifié dans mes prises de sang. Et on pourrait envisager une synergie de plantes adaptogènes entre l'ashwagandha, la maca et le tribulus. Le tribulus, c'est sûr que on sait tous que si vous prenez un cachet, comme dirait Marc-Antoine Grondin dans ses vidéos, un cachet ou un verre d'eau, ça fera le même effet. Par contre, la synergie, tribulus, ashwagandha, maca, hautement dosée, il ne faut pas acheter des compléments alimentaires de ce type en prenant juste une pilule et en se disant « Oh, ben voilà, il n'y a rien qui se passe ». Je viens de donner d'ailleurs un complément alimentaire à un de mes meilleurs amis. Je lui dis « Alors, ça va, ça fait de l'effet ?» Il me dit « Oh non, ça marche pas ». Et je lui dis « Mais t'en prends combien ?» J'en prends un. Mais non, il faut peut-être envisager d'en prendre 3. Et là, l'effet commence à se faire ressentir. Donc maca, pour la fertilité, c'est très connu. L'ashwagandha, le tribulus, au niveau, théoriquement au niveau libido, qui est quand même déjà un signe assez intéressant au niveau de la fonction de votre testostérone, vous devriez le ressentir fortement avec la vitamine D en support et le zinc également. Ça commence à taper. Ce qui est pas mal aussi, que j'ai pris pendant longtemps, et franchement je le recommande vivement, c'est le Thénate de chez TerraScience. J'ai trouvé ça un complément alimentaire très intéressant et très efficace. Moi je l'ai vraiment ressenti. Encore une fois, quels sont les signes qu'on peut ressentir plus ou moins rapidement pour se dire tiens, il se passe quelque chose? La libido, l'énergie mentale, au niveau de l'entraînement, je dirais plutôt la qualité de congestion, de pompe, et peut-être aussi le ressenti de 3 jours après, c'est-à-dire avoir une congestion qui dure, qui reste, se sentir bien. Moi, je trouve que c'est des choses qu'on ressent. Donc, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas possible, ça sert à rien, etc. Ok, mais moi personnellement, j'ai rien à vendre ici dans mes vidéos, donc je vois pas pourquoi je dirais ça gratuitement comme ça. Je trouve que c'est des choses qu'on ressent. Donc le Thénate, il faut le doser, si vous n'en prenez qu'un, je vois pas trop l'intérêt. Mais le Thénate de chez TerraScience, 2 voire 3 pilules, associées à tout ce qu'on a dit juste avant, ça commence vraiment à taper et je suis certain que si vous avez une prise de sang faite avant vos changements d'habitude, votre mode de vie, le changement de votre mode de vie, et si vous en faites par exemple 4 mois plus tard, votre taux de testostérone aura augmenté. Moi, j'en ai fait l'expérience. Ça fonctionne. Alors attention, tout dépendra de vos mots et de vos objectifs. Si vous avez une déficience sévère en testostérone et que vous avez des objectifs qui sont supérieurs à ce qu'on peut attendre de manière réaliste de cette supplémentation, vous risquez d'être déçu. Néanmoins, moi je trouve, personnellement, je vous parlerai de mes objectifs plus tard si vous voulez, mais moi, personnellement, cette manière de faire me suffit amplement afin de me dire, ok, d'un point de vue libido, d'un point de vue énergie physique et mentale et d'un point de vue entraînement, ma testostérone est bonne. Attention aussi, lors des prises de sang, une prise de sang doit se faire dans un certain cadre. Si vous allez faire votre prise de sang le lendemain de votre séance de jambes ou le surlendemain de votre séance de pec et le lendemain de votre séance de jambes, vous avez un corps très impacté, un organisme très affaibli par un tel volume d'entraînement, vous risquez fortement d'avoir une testostérone dans les chaussettes. Il faut au moins laisser, j'en avais parlé avec Moussel Bakouchi dans notre podcast, il faut laisser 1 semaine de repos pour pouvoir juger de votre taux de testostérone. Je me souviens un jour qu'un médecin m'avait répondu à ça, oui mais ça n'a pas de sens, ça ne reflète pas ce que tu es au quotidien. Oui et non, je m'épuise au quotidien, mais moi j'aimerais savoir comment fonctionne mon corps sans lui imposer toute cette charge de travail. Le but c'est de savoir si mon corps fonctionne bien. Bien sûr que mon corps
réagissent de manière négative à autant de volume d'entraînement, c'est normal. Mais néanmoins, je veux savoir s'il est capable de faire un taux de testostérone suffisant. L'entraînement, comme on le considère en musculation, nous pompe notre testostérone. Donc, vous pourriez avoir un taux bas dans votre prise de sang, qui serait relativement faux en réalité, tout simplement parce que votre entraînement, votre mode de vie de bodybuilder, même si c'est amateur, vous pompe cette hormone. Et donc effectivement, des fois, ça peut être une fausse information, ou on pourrait l'interpréter autrement aussi. À partir du moment où on pompe à ce point notre testostérone, il faut stimuler, voire même supplémenter via une testostérone exogène. Donc tout ça a du sens, tout ça peut s'envisager, tout ça peut se discuter en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de nos mots, en fonction de nos objectifs, en fonction de votre médecin, soyons réalistes aussi. Il faudra quelqu'un qui soit ouvert à cette discussion et à cette compréhension qui va dans le même sens. J'aurais quand même tendance à dire que sûrement 1 sur 2, si pas plutôt 2 sur 3, risque de vous dire c'est pas mon domaine ou bien ça n'a pas de sens. Donc ça c'était pour la supplémentation, c'est vraiment je pense le stack de base, apprente, zinc, vitamine D, plante adaptogène et éventuellement le TNAT de chez TerraScience. Au niveau de l'entraînement musculaire régulier mais pas excessif. Bon bah ça évidemment, si vous êtes accro à la musculation, c'est mort parce que c'est justement ce qui fait qu'on est fou de ce sport. L'entraînement doit être régulier mais pas excessif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi personnellement, je me suis entraîné pendant des années comme un dingue. J'avais probablement l'âge qui le permettait et depuis quelques années, je m'entraîne beaucoup moins régulièrement. J'aurais tendance à dire que 3 entraînements par semaine me suffit très bien. Et au niveau de la progression physique, je n'ai jamais autant progressé que depuis que je fais ça. Je pense tout simplement que le corps, quand il est stimulé ou sollicité à ce point-là, a besoin de repos. Et donc ça, j'en avais aussi déjà parlé dans une vidéo, ne plus se renfermer dans une semaine avec un programme qui ne sait pas tenir dedans. Je sais plus chez qui j'ai entendu ça, je trouvais que c'était une phrase qui avait beaucoup de sens. La semaine, c'est fait pour travailler, c'est pas fait pour renfermer l'entraînement. L'entraînement peut peut-être s'étendre sur un programme de 10 jours. Mais bien, effectivement, s'entraîner de manière intense, avec des poids et haltères, c'est connu pour faire monter votre taux de testostérone. En revanche, si vous en faites de manière excessive, ça risque de le flinguer. On vient d'en parler avec la prise de sang, etc. Faire les jambes, c'est on va dire une phrase un petit peu bateau que me sortait mon premier prof. Il me disait si tu veux grossir du haut, tu dois aller faire les jambes. Mais c'est vrai, en fait, il avait raison. L'entraînement des jambes, c'est souvent des mouvements polyarticulaires. Il y a une grosse masse musculaire, une grosse sollicitation de l'organisme. Il y a une réponse anabolique, une réponse hormonale par rapport à ça. C'est aussi vrai sur un développé couché ou un soulevé de terre que je n'ai jamais fait parce que je ne suis morphologiquement pas du tout adapté pour. Mais voilà, il y a une réponse plus importante d'un point de vue hormonal sur les gros mouvements polyarticulaires plutôt que sur les mouvements d'isolation. Les deux sont tout aussi importants dans notre pratique, c'est pas ça le sujet. Le sommeil. Alors là, ça c'est quelque chose de très important, c'est dans le sommeil que tout se répare, que tout se refait, que tout se recalibre. Donc effectivement, si vous avez un mode de vie qui ne vous permet pas d'avoir un sommeil suffisant, voilà encore une clé, voilà encore quelque chose à adapter, à améliorer plutôt, pour augmenter votre taux de testostérone. Quelque chose auquel on pense pas souvent, mais qui est revenu à ma tête en préparant cette vidéo, et je me suis dit, il faut vraiment que je le note, c'est les médicaments. Notamment, on va pas parler de tous les médicaments, c'est un sujet incroyable, on a tous notre avis personnel là-dessus. Personnellement, je suis anti-médicaments, pour des raisons ceux qui me suivent depuis un petit temps peuvent imaginer. Mais on va parler des médicaments qui nous concernent le plus en tant que pratiquant de musculation, et comme on a souvent des douleurs physiques, c'est tout simplement les antidouleurs. Et les antidouleurs pris évidemment de manière occasionnelle pour une blessure spécifique et ponctuelle, ça a tout son sens, ok, pas de problème jusque-là. Mais malgré tout, si vous les prenez au long cours, il ne faut pas vous étonner que vous êtes en train de flinguer votre testostérone. Donc les médicaments
type en France, je sais pas comment, Doliprane, je pense que ça s'appelle en France, chez nous c'est du Dafalgan, donc c'est du paracétamol, l'ibuprofène, les Nurofen, etc., l'aspirine. Je viens d'aller vérifier mes dires, donc pour être certain de ne pas dire de bêtises. Et effectivement, c'est connu comme étant des bouffeurs de testostérone, donc faire attention à ça. Les perturbateurs endocriniens, on le sait tous aussi maintenant, c'est quelque chose de connu. Donc voilà, essayez de manger le plus simple possible, le plus bio possible, afin de ne pas charger notre organisme avec toutes ces saloperies qui bousillent notre système hormonal. Je pense que quand on a mis tout ça au point, on peut vraiment estimer, mettre toutes les chances de son côté pour avoir un taux hormonal de testostérone qui est le plus optimal possible et qui va pouvoir permettre à nos maux ou à nos objectifs de disparaître ou bien de se réaliser. Donc voilà à peu près ma vision des choses pour la stimulation. Alors, on va parler du deuxième sujet, de la deuxième solution qui s'offre à nous pour optimiser notre taux de testostérone, c'est remplacer tout simplement la testostérone par une thérapie. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la frontière avec le dopage n'est pas mince, il y a une marge. Néanmoins, je le répète, on ne va pas faire les naïfs volontairement. À partir du moment où vous décidez de vous injecter de la testostérone de manière exogène, ça reste quand même quelque chose d'un petit peu tendancieux. Bon, c'est quand même tout à fait autre chose que de prendre une petite pilule d'ashwagandha ou d'une pilule de zinc. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui, je pense, au jour d'aujourd'hui, est devenu d'une banalité incroyable depuis, je dirais, 5 ans, depuis 5 ans, moi j'ai vraiment réalisé ça sur YouTube, à quel point le sujet est devenu totalement banal. Et probablement qu'à l'inverse aussi, le sujet n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Donc c'est vrai que dans la mentalité collective, vous parleriez d'une injection de testostérone, c'est directement relié au dopage et au fait que vous allez crever dans les 2 mois. Donc voilà, il faut pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que banaliser totalement la prise d'hormones n'est pas à faire, et aussi estimer que s'injecter de la testostérone est de la folie pure, ce n'est pas le cas non plus. Donc il faut un petit peu remettre tout ça après des recherches, après des expériences, sur, on va dire, une ligne normale, et pas estimer que c'est soit de la folie, soit quelque chose qui est juste normal à faire de manière quotidienne. Donc, en France, il y a l'androtardil, qui est donc de la testostérone énanthate, et en Belgique, il y a le Sustanon, qui est un mélange de 4 esters différents de testostérone. Je viens de relire les notices des 2 produits. En règle générale, c'est conseillé de prendre une ampoule toutes les 3 semaines. Je crois même qu'il est marqué sur un des 2, je ne les ai pas sous la main là, mais je les ai lus hier, de 2 à 4 semaines. Bon, ça c'est vraiment la vieille école d'après toutes mes recherches. Vous risquez de créer avec ça des taux hauts, donc un pic, vous allez lors de votre injection créer un pic de testostérone qui progressivement va se casser la gueule et qui va être beaucoup trop bas une fois qu'on va dépasser les 10 jours. Donc, c'est assez contradictoire, mais ces médicaments, ces ampoules ne sont en réalité pas pensées de la manière la plus optimale possible par rapport aux connaissances de la médecine actuelle. Ce qui est beaucoup plus intelligent de faire, c'est d'envisager une injection d'une moitié d'ampoule toutes les semaines, ce qui vous représenterait à peu près 125 mg de testostérone chaque lundi par exemple, et là vous allez avoir un taux beaucoup plus stable. On pourrait pousser le bouchon plus loin en disant d'injecter même aux 5 jours afin d'avoir un taux de testostérone le plus stable possible. Le problème, c'est que pour ça, il faut avoir votre testostérone dans des fioles et non pas dans des ampoules. Et ça, sur le marché, en pharmacie et sous ordonnance, ça n'existe pas. Donc c'est une solution qui est pour moi totalement à exclure, qui n'existe même pas. Il faudrait envisager d'aller acheter vos fioles sur le marché noir. Et pour moi, c'est inconcevable. Donc il faut même pas m'en parler, même pas me le proposer. À partir du moment où ces médicaments existent en pharmacie, je vois pas pourquoi j'irais prendre le risque
d'acheter ça sur le marché noir sur Internet. Donc comme je le disais, les ampoules ne sont pas pensées dans un but d'injection plus régulière. Donc effectivement, malheureusement, quand vous achetez votre ampoule, si vous voulez le faire de la manière la plus actuelle possible afin d'avoir un taux hormonal le plus stable possible, il va souvent falloir jeter la moitié de votre ampoule. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça si on veut prendre des produits qui sortent de pharmacie sous ordonnance et non pas utiliser des fioles dont on ne sait pas d'où elles viennent et la provenance, la qualité, la stérilité, etc. des produits. Donc ça, pour moi, c'est totalement à exclure. Quel est l'intérêt de faire ça et de ne pas suivre finalement la notice, hein? La notice nous dit de piquer toutes les 3 semaines. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas la notice? Mais c'est parce qu'en fait, avoir un taux de testostérone stable va nous éviter d'avoir tout un tas d'effets secondaires. Je pense notamment à l'aromatisation. Je m'y suis énormément intéressé. Concernant l'aromatisation, le pic de testostérone que va créer votre injection de 250 mg, bien va vous créer aussi un pic d'aromatisation et donc un pic d'hormones féminines. C'est pas quelque chose qu'on veut, donc on veut avoir quelque chose de stable aussi, même pour l'humeur. Vous risquez d'avoir pendant quelques jours une humeur qui pète le feu, une joie de vivre, plein d'énergie, et puis tout ça qui se casse la gueule pendant quelques jours aussi. Maintenant, attention, dans la vidéo du Dr Hertog, il est aussi clairement noté, mais ça dépend encore une fois d'une personne à l'autre, que beaucoup de gens ne ressentent pas ça non plus. Donc il faut faire ces expériences, il faut faire ces tests. Probablement que pour beaucoup de gens, s'injecter une fois tous les 15 jours, vos 250 mg de testostérone vous conviendra, et que pour beaucoup de gens, à l'inverse, ça ne conviendra pas. Donc il faut probablement envisager des injections plus fréquentes, de plus petites doses, afin d'avoir un taux haut, mais stable, sans vague, sans pic, afin de contrer certains effets secondaires. Petite info que je trouve très intéressante aussi, que j'avais déjà lu depuis quelques années, mais que j'avais oublié, et en me replongeant dans toutes ces informations, il faut savoir que quand vous injectez 250 mg de testostérone, par exemple d'androtardil, il y a là-dedans pas 250 mg de testostérone. Il y a le poids de l'ester, donc l'ester énanthate qui pèse relativement lourd et qui va venir manger une grosse partie de la testostérone. Et donc en réalité, quand vous injectez 250 mg, vous n'en injectez que 180 mg de pure testostérone. Pour le sustanon, je pense que c'est un petit peu moins. Les esters sont probablement un petit peu moins lourds, peut-être l'inverse. Ne m'en voulez pas si je dis une petite bêtise, mais en tout cas, c'est très comparable. Donc voilà une solution qui est intéressante, qui en tout cas va nous donner des résultats beaucoup plus sûrs, beaucoup plus rapides que la stimulation. Mais attention, il y a des effets secondaires probables et il ne faut pas faire ça à la légère. Ça doit se faire sous un suivi médical régulier et des prises de sang. Je dirais quand même sûrement 3 prises de sang par an. Ça me paraît important. Une prise de sang, je veux dire, 1 sur 2 peut peut-être être vraiment très très complète, et puis une seconde, plus de contrôle, où il ne faut pas systématiquement reprendre tous les taux possibles et imaginaires, afin non plus que ça vous coûte pas des sommes incroyables, parce qu'une prise de sang bien fournie, ça peut facilement nous envoyer à du 250-400 euros. Une autre solution aussi qui existe, ce sont les gels. Les gels à appliquer, donc les gels transdermiques, à appliquer quotidiennement afin d'avoir sa dose de testostérone. C'est quelque chose que j'ai essayé également pendant 2 mois. J'ai pris du Testim, je vous ai mis l'image sur le fond d'écran. Personnellement, je trouve ça chiant. Je suis pourtant phobique des piqûres, j'ai dû pas mal, prendre sur moi pour apprendre à faire ça. Mais franchement, le gel, je trouve ça chiant. Il y a pas mal de contraintes, notamment
le risque de transmission à d'autres personnes, je pense essentiellement à votre femme ou à vos enfants. Je me souviens que ça m'avait fait sourire, j'avais vu un reportage, non pas un reportage, pardon, un feuilleton, un épisode du Dr House qui avait un patient, c'était un jeune enfant qui était hyper agressif et qui pensait qu'à baiser alors qu'il avait 10 ans. Et à la fin de l'épisode, on comprend en fait que c'est le père qui, avec son gel de testostérone quotidien, le transmet à son gamin. Et voilà, donc blague à part, de la testostérone sur un homme bien dosée, bah voilà, ça va vous faire un effet, mais rien d'incroyable, en tout cas du jour au lendemain. Mais sur un enfant, sur une femme, il faut pas vous étonner si votre femme change physiquement d'ici quelques semaines, hein, ça risque de craindre un peu. Donc voilà, je trouve que déjà rien que pour ce principe-là, j'aime pas trop l'idée. Le fait de le faire quotidiennement, faut faire attention à sa douche, voilà, vous n'allez pas mettre votre crème, enfin votre gel, pardon, et allez vous doucher après. Donc il faut le faire après la douche. Si vous vous douchez plusieurs fois par jour, après le sport, etc. Bon, moi, j'y vois pas beaucoup de points positifs, à part le fait que il n'y a pas d'injection. Donc voilà, je suis pas très fan de cette solution, mais sachez que ça existe et que pour beaucoup de gens, ça peut être la première manière de passer le cap. Et d'ailleurs, ça a été la mienne. Je le répète, j'ai fait mon test pendant 2 mois en prenant ça. Et voilà, j'ai pas été super satisfait des résultats, et j'aurais même tendance à dire que les résultats au niveau de la prise de sang n'étaient pas au rendez-vous non plus. Le taux de testostérone n'a absolument pas monté. Donc j'ai abandonné l'idée et je suis reparti pendant plus d'1 an sans hormones exogènes, même plus que ça, sans hormones exogènes, sans tentative de prise d'hormones exogènes, puisque, à titre d'information, mais je parlerai de mon cas personnel à la fin de la vidéo, je n'ai fait que des tentatives actuelles, hein, je n'ai jamais suivi de traitement au long cours, je suis en recherche, en questionnement, et c'est un petit peu le but de cette vidéo, pour synthétiser toutes mes connaissances et aussi échanger avec vous. Alors, les effets secondaires. On peut parler des effets secondaires probables. Il y a l'aromatisation. L'aromatisation, c'est la conversion de la testostérone en oestrogène. Et donc, si ce phénomène se crée chez vous, bien sûr, au plus la dose sera importante, mais comme on est dans un état d'esprit de thérapie, on ne va probablement pas dépasser les 100 mg par semaine, 125 mg par semaine. Ce risque n'est pas très élevé. Néanmoins, il existe, donc il faut faire attention. Et si ça arrive, il faut prendre un autre médicament. Là, c'est le début pour moi des effets secondaires et des points négatifs qui me feraient ne pas prendre ce chemin. En effet, une fois que vous commencez avec ce genre de thérapie et que vous développez des effets secondaires, c'est la route sans fin à d'autres médicaments. C'est vraiment un engrenage infernal dans lequel on tombe. On va prendre un médicament pour ça, un médicament pour ça, un médicament pour ça, un médicament pour ça. Moi, si c'est comme ça que ça marche, j'en veux pas de la testostérone, de la TRT, donc de la thérapie de remplacement de la testostérone. Si c'est ça, c'est pour moi alors vraiment que du négatif. Je ne peux pas concevoir ma vie avec 36 médicaments par jour pour contrer les effets bénéfiques d'un autre. Enfin non, pour contrer les effets négatifs du peu de bénéfices que j'en retirerais d'un autre. Donc pour moi, à exclure. Donc l'aromatisation, effectivement, si vous devez prendre de l'arimidex, sachez que tous les anti-oestrogènes bouffent les tendons. Donc voilà, même si on parle de doses probablement très légères, ça vous bouffe de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de vidéos qui en ont parlé aussi d'ailleurs. Hein, tout ce qui est anti-oestrogène est très mauvais pour les os, très mauvais pour les tendons. Et donc déjà rien que ça, pour moi, je fais un blocage. On peut avoir de l'acné, bon ça effectivement c'est un problème qui n'en est pas vraiment, en tout cas qui est gérable et qui n'est pas quelque chose qui pourrait nous freiner. La gynécomastie, la gynécomastie c'est le développement de la poitrine chez les hommes, donc attention si vous y êtes sujet. Moi par exemple j'ai développé ça à ma première prise de masse quand j'avais 18 ans, j'ai grossi tellement fort, je pense que j'ai dû avoir un pic hormonal énorme à cet âge-là, et qui dit pic hormonal de testostérone, dit probablement pic hormonal d'hormones féminines aussi, et donc tout ça m'a créé une légère début de gynécomastie, donc je dois être attentif à ça, c'est pour ça que j'ai bien étudié la question de l'aromatisation. Une libido exacerbée, une libido exacerbée, c'est sûr que c'est un effet secondaire, puisqu'on n'a pas fait ça pour ça, on veut une libido normale, mais enfin c'est pas quelque chose de profondément
dérangeant. Voilà, il faut savoir gérer ça. Donc ne vous étonnez pas si même avec 125 mg de testostérone, moi par exemple ça me le fait, 125 mg de testostérone par semaine, c'est amplement suffisant pour avoir une libido exacerbée, donc vraiment j'aurais tendance à dire excessif. Donc c'est pas le but non plus. Enfin c'est pas quelque chose de négatif. Alors, l'effet sur la prostate. L'injection de testostérone va avoir un effet sur votre prostate, ça c'est évident. Maintenant, ça peut ne pas être problématique. Si vous avez un léger gonflement de la prostate sans obstruction des voies urinaires, vous n'allez absolument rien ressentir, et ça peut être un gonflement qui se dégonfle tout aussi vite. Et donc voilà, donc c'est pas quelque chose qui peut être problématique chez beaucoup de gens. Par contre, effectivement, si vous prenez de la testostérone et du jour au lendemain vous avez un petit peu du mal à aller aux toilettes, ou vous allez justement aux toilettes systématiquement mais pour rien, attention, c'est que vous avez une conversion de votre testostérone en DHT, et donc il y a un impact sur votre prostate. Il existe des bloqueurs, et voilà, encore une fois un médicament, on tombe encore une fois dans un médicament, et donc là c'est là où moi je commence un petit peu à être refroidi, à être freiné dans cette idée de thérapie. C'est que imaginez que vous avez, et c'est le cas pour beaucoup de gens, blague à part, tous les effets secondaires possibles, et bien vous êtes déjà avec un anti-oestrogène, vous êtes déjà avec un médicament pour l'acné peut-être, ou une crème pour l'acné, vous devez faire attention à votre gynécomastie, et vous prenez maintenant de la finastéride pour contrer cette conversion. Et donc ne pas avoir de risque sur votre prostate. C'est pas un médicament anodin non plus. Le lien aussi avec ça, c'est la perte de cheveux. Donc voilà aussi, en fonction des personnes, si vous êtes sensible à ça, la perte de cheveux peut s'envisager. Et donc voilà, on a vraiment mis notre main dans un traitement on voulait des bénéfices, au niveau de notre masse musculaire, de notre joie de vivre, de notre qualité, un effet anti-âge, mais on se retrouve avec une panoplie de médicaments sur le côté pour contrer les effets secondaires. Je le répète, je suis peut-être un petit peu en train de dire toujours la même chose, mais là, moi, sincèrement, ça ne me convient pas du tout. Autre effet secondaire qui va se créer aussi, même si, encore une fois, c'est très controversé. Il y a des médecins que j'ai rencontrés qui me disent que ce n'est pas le cas, des vidéos de médecins qui expliquent que c'est le cas, des retours de témoignages d'athlètes ou de personnes qui sont en thérapie sans pour autant être forcément des bodybuilders ou des athlètes, qui expliquent tout simplement que la production naturelle de testostérone va se couper. Ça me paraît logique. Je ne pense pas que sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous injectez 100 mg de testostérone a un effet suppressif extrême. Par contre, si les mois commencent à passer, que vous avez une atrophie testiculaire, attention, la production de testostérone est en train de fortement être entravée. Et voilà, encore une fois, maintenant on se retrouve dans un nouveau médicament. Donc je suis déjà à 4 médicaments sur le côté qu'il faudra injecter également afin de stimuler la production de testostérone. Donc c'est ce qu'on appelle de l'HCG, ou du Pregnyl. C'est un médicament aussi. Tout ça est disponible en pharmacie. Tout ça c'est très bien, c'est pas le problème. Mais moi je veux bien prendre de la testostérone, mais vivre parallèlement avec une panoplie de médocs commence un petit peu à me gêner dans cette idée-là. Donc voilà, dans la balance, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Si vous faites partie des gens qui est en TRT et qui n'avaient pas tous ces problèmes, et vous pouvez vous contenter d'une testostérone, ou bien si inversement vous avez eu l'usage de ces médicaments et voir un petit peu les effets positifs ou négatifs. Est-ce que vous en pensez? Ça me ferait plaisir. Donc la propre production est probablement coupée les semaines passant. Moi, sur les tests que j'ai faits, je n'ai jamais eu de problème, puisque je n'ai jamais dépassé les 3-4 semaines, simplement pour voir comment mon corps réagissait, apprendre à faire mes injections, voir comment mon corps réagit. Moi, je réagis très très rapidement. Je dois reconnaître que malgré ce que j'avais lu, la testostérone énanthate étant théoriquement un ester lent, on devrait ressentir ça au bout de quelques semaines. Moi, sincèrement, au bout de 15 jours, je le ressens. Mais enfin, je parlerai de mon cas personnel à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, prise de médicaments excessive, attention à l'engrenage infernal. Autre point,
Les injections peuvent être contraignantes, effectivement. Une personne peut avoir un vrai blocage à faire ça soi-même. Moi, j'ai vraiment dû apprendre à le faire et c'est quelque chose maintenant que je gère très bien. Donc, si je devrais envisager cette thérapie de manière définitive et à vie, ou en tout cas pour une très longue période, je peux parfaitement gérer ça, mais ça peut être quelque chose qui freine beaucoup de gens. Donc, il faut alors avoir appel à une infirmière, etc. Donc voilà, c'est quand même des contraintes. C'est quand même pas quelque chose qu'on fait à la légère. Et le gel, on en a parlé, la transmission à d'autres personnes, notamment votre femme ou votre enfant, ça peut être un vrai problème. Et aussi, la question peut se poser concernant le gel, c'est la qualité d'absorption dans l'organisme. Donc, je pense quand même que la raison pour laquelle la plupart des gens optent pour les injections est probablement dans l'absorption optimale de l'organisme, même si, attention, et notamment sur la chaîne du docteur Steven DeVos, je vous encourage, le problème c'est qu'il faut comprendre l'anglais pour comprendre cette chaîne, il y a de très bons retours et de très bonnes vidéos qui parlent des bénéfices concernant les gels. Donc, à voir, à faire son expérience. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé, mais voilà, chacun doit faire un petit peu ses recherches et son expérience. Ce qui nous est offert sur le marché, en tout cas, c'est les injections, les gels, ou bien stimuler simplement sa testostérone. Donc voilà, on en arrive à la partie de la vidéo où j'aimerais tout simplement vous parler de mon cas personnel et comment est-ce que je suis amené à m'intéresser à tout ça. On va pas se voiler la face, je suis fasciné de bodybuilding. Moi, c'est évidemment dans un objectif de performance sportive et de continuer à me développer que je me suis intéressé à ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est contradictoire. On parle ici de thérapie et donc de taux de testostérone qui sont relativement faible par rapport au milieu du dopage, pour ne pas dire même anecdotique ou ridicule par rapport au milieu du dopage. Oui, c'est vrai, mais enfin, je reprends encore mon expérience, j'aime pas trop jouer les naïfs volontaires. Je pense que remettre vos taux de testostérone à un niveau qui reste naturel, qui reste physiologique, mais le plus haut possible, aura un impact, j'en suis convaincu, sur votre qualité physique, votre qualité musculaire. Donc on parle maintenant ici, on rentre plus dans un sujet de bodybuilder. On est bien d'accord, avec une alimentation super, une complémentation super, des entraînements super, un sommeil super. Envisagez le remplacement de votre testostérone par de l'androtardil, par exemple, ne peut être que bénéfique pour continuer à vous développer, à récupérer surtout, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'une fois un certain âge, récupérer c'est difficile. Tous les effets négatifs, on en a parlé là tantôt, donc je ne vais pas revenir dessus. Et ce qui se met dans la balance de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que le ratio bénéfice-risque, ou peut-être pas risque, mais plutôt le ratio bénéfice-effet secondaire est favorable pour moi ou pas ? Donc ça, c'est chacun son avis personnel. Donc moi, ça a été la raison pour laquelle depuis plus de 5-6 ans, je m'intéresse à ça. Maintenant, la seconde raison, et celle-là, elle est un petit peu plus récente, c'est que je suis blessé par un médicament depuis 3 ans. J'ai reçu un antibiotique il y a 3 ans qui m'a bouffé les tendons. Et après avoir envisagé toutes les thérapies classiques, les plus classiques et les plus exotiques qui existent depuis 3 ans pour régler mon problème de blessure au tendon d'Achille, j'en suis arrivé à envisager une dose de testostérone et une dose aussi d'un anabolisant qui s'appelle le décadurabolin chaque semaine, afin de mettre mon organisme dans un état le plus anabolique possible, dans un environnement le plus anabolique possible. Donc c'est le sujet de la blessure tendineuse par fluoroquinolone, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est là aussi, est quelque chose de très méconnu, de très intéressant si je puis dire. Bon, moi malheureusement j'en suis une victime, donc je suis obligé de m'y intéresser, mais je pense sincèrement que la clé peut être dans les hormones.
Et donc effectivement, voilà pourquoi est-ce que je me suis intéressé encore plus à ça et pourquoi est-ce que je pourrais envisager de me laisser totalement tenter, si je puis dire, par une TRT additionnée avec du décadurabolin. Je le répète, à dose thérapeutique. Je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus, d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'étais très étonné d'apprendre que le décadurabolin est un médicament qui existe en pharmacie, qui est donné par des médecins. Ça existe en ampoule de 25 mg. J'étais très étonné de ça. Et quand on lit la notice, c'est assez étonnant. Dites-moi tout simplement en commentaire si une vidéo sur ce sujet peut vous intéresser. Encore une fois, je parlerai de thérapie et non pas de dopage. Donc c'est un petit peu la différence dans mes vidéos. J'essaie d'aborder ça avec une vision un petit peu différente plutôt que de vous dire, bon voilà, comment est-ce qu'on va se doper en se mettant 250 mg de testo le lundi, 250 mg de testo le jeudi, en bouffant du Dianabol et en se mettant du décadurabolin à 500 mg semaine. Bon bah ça, des personnes qui ont fait ça, je critique pas, chacun ses objectifs, chacun ses rêves, pourquoi pas, si c'est ton trip, très bien. Mais des vidéos comme ça, il y en a des centaines de milliers sur Internet, donc je voyais pas trop l'intérêt d'en faire une autre, et surtout qu'en plus c'est pas mon domaine, ça m'intéresse pas, et j'y connais rien à ce niveau-là. Donc voilà, effectivement, une raison supplémentaire, ça peut être aussi les maux physiques, les maux articulaires, et c'est mon cas, et je pense que voilà, ça pourrait être une réponse. J'avais rencontré une néphrologue. Un néphrologue, c'est un spécialiste des reins, parce que je voulais quand même avoir son avis concernant les hormones, la prise d'hormones exogènes et les reins. Elle m'avait fortement rassuré. C'était un professeur, c'était pas une petite doctoresse débutante, donc quand même un professeur qui m'avait dit, écoutez monsieur, il vaut mieux prendre une petite injection de décadurabolin plutôt que beaucoup de Nurofen ou de Dafalgan. Elle m'avait dit, vous vous rendez pas compte à quel point les reins sont bousillés par les Dafalgan et par les Nurofen au quotidien. Pareil pour le foie. Donc c'était assez surprenant quand même quand on s'intéresse fortement à ça, d'entendre des médecins aussi hautement qualifiés vous dire « Monsieur, un peu de testostérone, un peu de décadurabolin ne peut pas vous faire de tort ». Donc on en revient un petit peu au début de la vidéo, il ne faut pas banaliser ça, mais il ne faut pas non plus en faire la bête noire comme on pourrait l'imaginer. Il y a beaucoup sur Internet de personnes qui disent, qui sont pro-stéroïdes, qui ne le disent pas pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. D'autres qui sont, on va dire, beaucoup plus décomplexés, qui en parlent volontairement. Et je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, pourquoi pas. Et puis, il y en a d'autres qui sont radicalement contre. Il faut savoir quand même que, voilà, en tout cas, les médicaments que moi j'ai cités sont disponibles en pharmacie, sous ordonnance, et que donc, en fonction de vos maux, ça peut vous apporter des bénéfices. Et on se le répète, bien sûr, si vous vous entraînez sérieusement, si vous mangez impeccablement, si vous êtes patient et rigoureux, bien sûr que ça peut amener votre physique un petit peu plus loin. Je pense que quelqu'un qui est sous testostérone, sous TRT, bien pensé, avec un taux de testostérone bien haut, bien stable, ne peut qu'avoir des effets bénéfiques sur son physique, sans pour autant charger comme un cinglé. Donc voilà, je sais pas, donc c'est vraiment quelque chose c'est une vidéo un petit peu que je lance comme ça, avec une question, faut-il stimuler, faut-il remplacer? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je serais ravi d'avoir vos commentaires, d'avoir vos avis, d'avoir vos expériences. Dites-moi aussi si ma manière de voir les choses, si vous avez un avis là-dessus, si vous avez de l'expérience par rapport là-dessus. Par rapport aux troubles musculo-squelettiques, par rapport aux douleurs tendineuses, si envisager ce genre de thérapie a du sens. Moi, je pense que oui, j'ai rencontré pas mal de docteurs qui sont du même avis. En revanche, est-ce que ça vaut la peine, pour ces raisons-là, de mettre tout ça dans une balance, sachant qu'il y a des effets négatifs envisageables, et que, il faut quand même bien le reconnaître, une fois qu'on met sa main dedans, est-ce qu'on n'y laisse pas notre bras? Tout ça, moi, j'en sais rien. J'ai mon avis, mais j'ai aucune réponse ferme et définitive. Et voilà, c'était ma vidéo sur la testostérone. Faut-il la stimuler, la remplacer? La question, ou la réponse en tout cas, reste ouverte. Mais voilà ce qui s'offre à nous pour le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires avec impatience. Et n'hésitez pas à me poser des questions. C'est toujours un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Ciao, ciao.